Californie, sud de la baie de San Francisco. Dans cette zone de quelques centaines de kilomètres carrés, l'avenir du monde est en train de se jouer. Au lieu de l'innovation technologique, la Silicon Valley tient son nom du Silicon Chip, le microprocesseur à base de silicium fabriqué ici dans les années 1960. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, la Silicon Valley est devenue toute puissante. Non contente d'avoir investi tous les secteurs de l'économie, ce berceau des technologies numériques utilise désormais les milliards de dollars de bénéfices défiscalisés qu'elle a engrangés pour renforcer son monopole et imposer sa vision de l'avenir. Tandis que les nouvelles technologies ne cessent d'étendre leur emprise sur tous les aspects de notre quotidien, personne ne semble vraiment s'interroger sur le monde qu'elles sont en train de créer, ni sur ceux qui le gouvernent. Avec l'invention du smartphone, la Silicon Valley a trouvé comment régner en maître sur notre destin. L'arrivée du smartphone a bouleversé la donne. Car à lui seul, cet appareil permet l'alphabétisation, l'émancipation et l'autonomie de personnes qui n'ont ni l'électricité ni l'eau courante. Ça permet de résoudre leurs problèmes économiques, leurs problèmes de santé et de répondre à tous leurs besoins. Et dans les 5 ans à venir, 3 ou 4 milliards d'individus supplémentaires vont nous rejoindre. Aujourd'hui, il y a environ 2 milliards 400 millions de personnes qui ont accès à Internet et 3 milliards 700 millions qui ont un téléphone. Et on atteindra les 5 à 6 milliards d'utilisateurs d'ici 5 ans. Cette transition va complètement changer la vie de la moitié de la population mondiale. Le smartphone et toutes ces applications dont personne ne peut plus se passer permettent aux entreprises qui les ont conçues de nous suivre à la trace. Elles savent tout de nos goûts, de nos comportements, de notre vie personnelle et jusqu'à notre orientation politique. Cet accès direct et constant à la vie de chacun de la part de groupes privés est en train de révolutionner nos sociétés, sous prétexte de nous rendre plus connectés. Les origines de cette mutation sont à rechercher dans un vieux rêve technocratique. Les technocrates sont depuis toujours persuadés qu'ils peuvent tout optimiser. Quant aux ingénieurs, ils se délectent d'apporter des solutions à tout. Ensemble, ils ont rêvé d'un monde qui fonctionnerait comme une machine bien huilée. Hello, CQ, the TechNet. Hello, CQ, the TechNet. W6SFL is calling CQ, the Technocracy Amateur Net, and standing by for W6WAY Venice. W6QFL checking in with traffic for W6VVS for Operation Columbia. In the wee small hours of the morning, June 26, 1947, Technocracy's gray fleet was rolling out of Los Angeles. At last, we were on our way. Aujourd'hui tombé dans l'oubli, le mouvement Technocracy Incorporated mobilise quelques 500 000 adeptes aux États-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale. Créé en réponse à la crise de 1929, ce mouvement ambitionne de remplacer les systèmes politiques jugés inefficaces et dépassés par une gestion scientifique des affaires humaines. Afin de faire connaître l'ordre social qu'il se propose d'instaurer, ces ingénieurs en costume gris sillonnent une partie de l'Amérique et notamment ce qui deviendra la Silicon Valley. On the ground, portions of the Gray Fleet like this are mobilizing all over North America for mass demonstrations to arouse curiosity and to make the American public technocracy conscious. Les technocrates et leurs costumes gris ont disparu, mais leurs rêves ont été repris par une armée de brillants jeunes ingénieurs en t-shirt et sweat à capuche. Ils passent leur temps à innover sous la houlette de PDG charismatiques qui utilisent leurs richesses, leur savoir et les données qu'ils détiennent pour conquérir le monde. L'une des caractéristiques de San Francisco qui a permis l'essor de la Silicon Valley, c'est que c'est une ville portuaire.
Elle a toujours été à l'avant-garde de la civilisation. Les entreprises qui se développaient autour des ports étaient en quête de nouveaux horizons, de choses jamais vues, de biens jamais vendus, de pays jamais explorés. Elle prenait des paris audacieux, risqués et à fort retour sur investissement. Et cette culture du risque et du fort retour sur investissement, on la retrouve dans la Silicon Valley aujourd'hui. Ces paris audacieux que prennent les entreprises ici ne sont pas si éloignés de ce que faisaient les grands navires lorsqu'ils partaient à la recherche de nouveaux biens à vendre. In a recent survey of millennials around the world, asking what most defines our identity, the most popular answer wasn't nationality, ethnicity, or religion. It was citizen of the world. That's a big deal. Faire le bien, créer des communautés, s'ouvrir au monde. Dans la Silicon Valley, les entreprises comme Facebook participent activement à l'élaboration d'une utopie technologique mondiale. Depuis leur bulle, elles échafaudent des solutions virtuelles pour lutter contre tous les maux de l'humanité. La taille de leurs quartiers généraux, qui n'a rien à envier au Pentagone, en dit long sur leurs ambitions. Ces immenses complexes horizontaux n'ont qu'un seul but: filtrer, organiser, analyser et monétiser tous les échanges humains. Mais l'architecture de ces constructions révèle une vision de l'avenir héritée du passé. Une vision née à la fin des années 60. À l'époque, beaucoup pensaient que les outils à leur disposition leur permettraient de bâtir un monde où l'individu, en harmonie avec la nature, pourrait se libérer du modèle économique dominant. C'est entre 1966 et 1973 que s'est créé le plus vaste mouvement communautaire de toute l'histoire des États-Unis. Les gens sont retournés à la Terre par dizaines de milliers pour bâtir, grâce aux outils produits par la société moderne, des communautés partageant un même état d'esprit et une même conscience. J'ai grandi dans l'est du Connecticut, dans une zone rurale. Il n'y avait qu'une seule librairie hippie dans la région. Je me souviens y être allé en 1971 et avoir découvert avec fascination le All Earth Catalogue. C'était l'époque de la contre-culture, mais elle n'était pas très visible. À moins d'être en lien avec des communautés ou d'avoir des amis qui faisaient partie de ce mouvement, on ne savait pas où trouver les gens. À l'époque, Internet n'existait pas. On ne pouvait pas rechercher le nom de quelqu'un dans Google. Donc ce catalogue, c'était comme une carte des communautés des années 60. Il suffisait de le feuilleter pour voir les outils utilisés, l'endroit où vivaient les gens, à quoi ils ressemblaient, comment ils étaient habillés. C'était un concentré de contre-culture. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Voici la dernière édition du All Earth Catalogue de 1971. À ses débuts, en 1968, c'était simplement une soixantaine de pages qui recensaient les outils dont on pouvait avoir besoin pour un retour à la Terre. En le parcourant, on voyait un monde rêvé dans lequel les outils permettaient de rapprocher les gens. Le lecteur était censé y trouver tout ce dont il avait besoin pour se construire son petit univers, mais aussi pour entrer en contact avec d'autres personnes, même éloignées. En achetant leurs outils ou en conseillant d'autres, ça permettait de créer un réseau.
Et on voit vraiment réapparaître le même genre d'idéal avec une plateforme comme Facebook. Facebook est une entreprise qui a pour vocation, du moins dans la définition qu'en donne Mark Zuckerberg, de connecter tous les individus. C'est censé être un outil universel pour se présenter au monde tel qu'on souhaite se montrer. Chaque personne devient un outil pour créer du lien. Quand je regarde Facebook, je vois en filigrane le Whole Earth Catalog. Je vois le rêve d'un monde connecté grâce à la technologie, un monde où chacun peut être physiquement à un endroit différent, tout en étant connecté psychologiquement grâce à cet outil. Every generation expands the circle of people we consider one of us. And in our generation, that now includes the whole world. And we get that our greatest challenges need global responses too. No country can fight climate change alone or prevent pandemics. Progress now requires coming together, not just as cities or nations, but also as a global community. Ce qui pose problème aujourd'hui et qui remonte aux années 60, c'est la remise en cause des institutions. L'idée, c'est qu'il faut leur tourner le dos et construire de petits réseaux de personnes de même sensibilité pour changer le monde. C'est une idéologie héritée du mouvement hippie. Mais toutes ces expériences communautaires, sauf dans le cas de groupes religieux ou totalitaires, se sont rapidement soldées par des échecs cuisants. En créant un réseau mondial capable d'organiser les individus, les ingénieurs de Facebook ont radicalement transformé les règles du jeu politique. Le projet du géant d'Internet est clair. Organiser en communauté virtuelle des personnes partageant les mêmes opinions afin de régler les problèmes que les gouvernements semblent incapables de résoudre. Our society spends more than 50 times as much treating people who are sick as we invest in finding cures so people don't get sick in the first place. It makes no sense. We can fix this. How about modernizing democracy so everyone can vote online? And how about personalizing education so everyone can learn? These achievements are all within our reach. Let's do them all in a way that gives everyone in our society a role. Let's do big things, not just to create progress, but to create purpose. Mark Zuckerberg semble hésiter entre la posture d'homme politique et celle de prédicateur. Même si Facebook a plus d'adeptes que la plupart des religions, son mode de fonctionnement apparaît souvent en contradiction avec sa profession de foi. La mission de Facebook est de donner la possibilité aux gens de créer des groupes et de se rapprocher. Je ne doute pas que Mark Zuckerberg soutienne cet objectif à 100%. C'est en tout cas ce qui ressort de la lettre d'une vingtaine de pages qu'il a écrite en février. Elle était tellement longue que personne dans la Silicon Valley ne l'a lue intégralement. Il en a d'ailleurs plaisanté dans une récente conférence. Ça lui tient visiblement à cœur, même si les pieds et poings liés parce que Facebook est coté en bourse. Depuis plus de 10 ans, il y a tout un réseau de personnes qui investissent d'énormes sommes dans son entreprise. Ils espèrent tous que ça leur rapporte gros, voire très gros. Donc même si la mission de Facebook, c'est de permettre aux gens de créer des groupes et de se rapprocher, ça ne se fera que dans la mesure où cette mission contribuera à la hausse des profits de l'entreprise. La mission de Facebook, aussi idéaliste et à visée sociale soit-elle, ne sera réalisable que si elle est compatible avec cette recherche de profit. Donc elle le sera parfois, mais sans doute pas toujours. Les entreprises de la Silicon Valley sont et seront toujours soumises aux injonctions du néolibéralisme. Elles sont condamnées à la croissance afin de satisfaire leurs actionnaires, plus intéressés par leur valeur en bourse que par leur chiffre d'affaires.
Tim O'Reilly conseille ces entreprises et analyse leur évolution depuis de nombreuses années. L'idéologie qui prévaut dans la Silicon Valley, c'est que le marché se régule de lui-même, ce qui est en partie vrai. Mais il existe des distorsions de marché et je crois qu'il faut s'interroger sur la façon dont on peut gérer et réglementer ces distorsions. La start-up type de la Silicon Valley va tout faire pour donner satisfaction à ses investisseurs, ce qui peut être extrêmement vertueux. Les marchés financiers peuvent permettre de créer des entreprises qui n'auraient jamais vu le jour sans ça. Si vous prenez un groupe comme Amazon, qui a demandé d'énormes investissements avant d'être rentable et qui a constamment réinvesti pour grandir, se développer et innover, c'est un exemple de bonne utilisation des marchés financiers. Idem pour des entreprises comme Uber ou Tesla. Mais il y a aussi énormément de start-up qui ne sont que des coquilles vides. Je crois que les gens n'en sont pas suffisamment conscients. Une grande part de la Silicon Valley se compose d'entreprises qui ne sont que de purs paris financiers. La seule chose qui importe, c'est comment réussir à vendre son idée. Ce sont les fonds de capital risque qui décident d'accorder les financements qui permettront aux startups de se développer. Pour minimiser les risques, les investisseurs sélectionnent les projets qu'ils jugent les plus prometteurs ou du moins les plus lucratifs. Quand je suis arrivé dans la Silicon Valley et que j'ai vu tous ces gens en jeans, t-shirts et sandales qui travaillaient dur, mais qui s'éclataient, je me suis dit, j'ai enfin trouvé le lieu de travail idéal. Rien que pour ça, je ne retournerai jamais au costume cravate de New York. Les fonds de capital risque jouent un rôle essentiel dans le système. Plus de la moitié des montants qui sont investis en capital risque dans le monde le sont ici, dans la Silicon Valley. Au départ, selon le type de start-up dans lequel on investit, soit le marché qu'elle vise en est à ses balbutiements et on ne sait pas encore comment il va évoluer, soit c'est une technologie tellement disruptive que le marché n'existe même pas. Et dans ce cas, il faut imaginer ce qu'il va pouvoir être. Quand on investit dans 10 startups, on sait avec certitude que 5 ou 6 d'entre elles vont se casser la figure, avec le lot de désagréments qui va avec. Mais on sait aussi qu'une sur 10 va avoir du succès, et peut-être même connaître une réussite spectaculaire, qui pourrait changer un peu la face du monde. Les jeunes talents du monde entier convergent en masse vers la Silicon Valley. Ici, on collectionne les objets promotionnels des startups, au cas où elles deviendraient les nouveaux géants de demain. Chacun joue des coudes pour tenter d'attirer l'attention d'un investisseur en capital risque dans l'espoir d'être financé. Et difficile de déterminer au premier coup d'œil qui est déjà millionnaire et qui s'apprête à se lancer dans la course au jackpot. Le but des créateurs de start-up, c'est de se faire financer et ensuite de vendre. L'entreprise est un produit financier. Ils ont beau clamer haut et fort qu'ils prennent en compte les attentes de leurs clients, ce qui les intéresse surtout, c'est de satisfaire leurs investisseurs. Et souvent, ces investisseurs sont de mauvais conseils, parce que pour eux, une start-up n'a de valeur que si elle se revend. Ces 40 dernières années, on a cessé de dire aux entreprises « privilégiez la hausse du cours de l'action ». Prenez toutes les décisions qu'il faudra du moment que le prix de l'action monte.
Cette théorie est née dans les années 70-80. Et c'est précisément à ce moment-là que notre économie a commencé à dérailler parce que l'humain est passé au second plan. Les dérives ultra-capitalistes de la Silicon Valley se sont inspirées de l'objectivisme, une philosophie mise au point par Ayn Rand qui prône les vertus d'un égoïsme décomplexé. Throughout the United States, small pockets of intellectuals have become involved in a new and unusual philosophy which would seem to strike at the very roots of our society. The fountainhead of this philosophy is a novelist, Ayn Rand. And let me start by quoting from a review of this novel, Atlas Shrugged, that appeared in Newsweek. It said that you are out to destroy almost every edifice in the contemporary American way of life, our Judeo-Christian religion, our modified government-regulated capitalism, our rule by the majority will. Other reviews have said that you scorn churches and the concept of God. Are these accurate criticisms? Yes. I agree with the facts, but not the estimates of this criticism. Namely, if I am challenging the base of all these institutions, I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that man must sacrifice himself to others, which is the present-day morality. Elle a développé un concept qu'elle a nommé objectivisme, parce qu'il se base sur une réalité objective à laquelle l'esprit humain peut accéder par la raison. Et selon elle, si on raisonne correctement, on s'aperçoit que le capitalisme est le meilleur système moral et politique. C'est non seulement le meilleur, mais c'est également le seul qui est moral, car il est centré sur l'individu. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself, but that he cannot demand that others give up their lives to make him happy. And nor should he wish to sacrifice himself for the happiness of others. I hold that man should have self-esteem. C'est une vision du monde très manichéenne et binaire. Il y a les bons et les méchants. C'est un système extrêmement logique. Une fois que vous avez accepté les principes de base, tout s'enchaîne. Ça ressemble à un programme informatique basé sur la non-contradiction et sur les liens logiques. Elle assemble les composants de base pour former une idéologie complète, rationnelle, logique, qu'elle se propose d'appliquer aux relations sociales, au comportement humain et aux codes moraux. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur des nouvelles technologies, où tout est très tranché, où il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, ceux qui travaillent avec des outils numériques et n'ont pas le droit à l'erreur, voilà une grille de lecture très séduisante qu'on peut appliquer au monde dans son ensemble. C'est l'un des membres du cercle rapproché d'Ayn Rand qui a piloté l'économie américaine durant près de 20 ans. I want to introduce Chairman Greenspan by saying first that, as far as I know, he was one of the first people to speak of the new economy. Alan Greenspan a réussi à convaincre Bill Clinton que l'économie était entrée dans une nouvelle ère, régie par des algorithmes puissants capables de limiter les risques. One result of the more rapid pace of information technology innovation has been a visible acceleration of the process of so-called creative destruction, a shifting of capital from failing technologies into those technologies at the cutting edge. Au nom de cette nouvelle économie, Alan Greenspan a supprimé les dernières régulations qui encadraient encore les lois du capitalisme, provoquant ainsi une nouvelle ruée vers l'or dans cette partie de la Californie. À la fin des années 90 et au début des années 2000, on a assisté à l'essor des premières entreprises sur Internet. On est passé du commerce classique, physique, au commerce numérique, avec un accès instantané au marché mondial.
Et les entreprises faisant du business en ligne ont commencé à voir leur chiffre d'affaires croître beaucoup plus vite que celui des entreprises traditionnelles. Aujourd'hui, il y a disons 4 ou 5 entreprises qui font la pluie et le beau temps. Apple, Google, Amazon, Microsoft et Facebook. Et cet ordre est à peu près celui des 5 plus fortes cotations en bourse des États-Unis. Donc ça montre bien qu'on a trouvé la recette. Aujourd'hui, les autocars de luxe qui conduisent les employés de Google sur leur lieu de travail n'affichent aucun logo. La discrétion est de rigueur, car les lois de la concurrence qui régulaient jusqu'à présent le capitalisme et le rendaient moralement acceptable ont volé en éclats. La Silicon Valley a décidé de s'affranchir de ces règles du jeu pour mieux imposer son monopole à des pans entiers de l'économie. There are two kinds of companies in this world. There are companies that are competitive and there are companies that have monopolies. If you're a one-of-a-kind company, a happy company that's doing something different, you are a monopoly. It is the goal of every founder, of every entrepreneur. It should be their goal to try to build a monopoly business. The example of a fantastic monopoly business I give is Google, which basically has had no competition in search since 2002, when it definitively distanced itself from Microsoft and Yahoo, and it's been making enormous profits for the dozen years or so ever since. À San Francisco, ces autocars sont devenus le symbole d'une caste d'ultra-privilégiés dont le pouvoir d'achat a provoqué une hausse vertigineuse des loyers et chassé les habitants les plus modestes de la ville. La disruption, cette rupture provoquée par une innovation à tout crin, est la marque de fabrique des entreprises de la Silicon Valley. Mais cette rupture s'est faite surtout au détriment des équilibres sociaux existants. La Silicon Valley est une bulle qui attire des gens qui croient aux mêmes choses, aux mêmes possibilités et qui ne se soucient pas du reste. Ils sont dans leur monde, ils fonctionnent en vase clos et ça leur va très bien. D'un côté, ça encourage l'innovation. Mais de l'autre, ça pose un énorme problème. Parce que maintenant que tout le monde utilise ces innovations à l'extérieur de la Silicon Valley, on se rend compte que ça fait voler en éclats tous les équilibres sociaux. Depuis leur smartphone, les gens peuvent avoir accès à des plateformes mondiales comme Netflix, Uber ou Facebook. Et ils y trouvent des contenus locaux qui les intéressent, parce que ces plateformes savent très bien offrir aux utilisateurs ce qu'ils cherchent. Mais ça favorise une sorte de néocolonialisme rampant et insidieux. Et personne ne semble s'intéresser vraiment à la remise en question du contrat social que ces plateformes entraînent. Si elles s'accompagnent de l'enrichissement de quelques-uns, cette profonde déstabilisation de la société accroît surtout les inégalités et fait des millions de laissés pour compte. Et la prochaine vague d'innovation technologique basée sur l'intelligence artificielle menace de détricoter ce qui reste du tissu social à l'échelle de la planète. Les changements se profilent à toute vitesse. On nous parle sans arrêt de l'intelligence artificielle, mais ce qu'on en voit aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qui nous attend. Les choses sérieuses vont arriver. Vivek Wadhwa est un ingénieur et entrepreneur de renommée internationale. Pourtant, il n'hésite pas à critiquer le système dont il est partie prenante. Quels que soient les secteurs, la technologie va tout balayer, à commencer par la finance. Tout le système bancaire est menacé, aussi bien par les devises virtuelles que par les transactions numériques. Amazon pourrait bien devenir la plus grande menace pour les organismes de crédit. Qui aurait pu imaginer ça ? Dans l'industrie, les robots arrivent. Depuis l'an dernier, il est devenu moins cher de faire fabriquer aux États-Unis et en Europe qu'en Chine, grâce à la robotique. Donc ça va déstabiliser toute l'industrie chinoise. Dans 10 ans, ce seront les imprimantes 3D qui rendront les robots obsolètes, et ainsi de suite. En médecine, d'ici 4 ou 5 ans, l'intelligence artificielle permettra d'analyser toutes les données en provenance de nos capteurs, de nos dossiers médicaux, ou de notre génome, ou de notre microbiome.
sa capacité d'analyse et de diagnostic sera plus fine et plus éclairée que celle d'un médecin humain. Et on parlera de médecins numériques dans quelques années seulement. Le peu de travail humain restant sera organisé plus efficacement grâce à l'intelligence artificielle. Les machines aideront les entreprises à gérer leur main-d'œuvre réduite. Recrutement, licenciement et promotion se feront au moyen d'algorithmes qui évalueront le potentiel et les performances de chaque individu. Si vous travaillez dans une grande entreprise et que votre avenir est décidé par une machine 2 échelons au-dessus de votre chef, comment vous le saurez? Et quel recours vous aurez face à ça? Le problème auquel on va se heurter avec les machines et leur formidable capacité de prédiction, c'est qu'on ne sait pas modéliser le comportement humain, et encore moins celui des sociétés. Donc on risque d'assister à de véritables drames dans les 3 ou 4 ans à venir si on confie à des machines des responsabilités qu'elles ne devraient pas avoir. Le plus rentable pour développer un produit, c'est d'accepter les retours et de l'améliorer au fur et à mesure des réclamations. C'est comme ça que les logiciels sont développés depuis le milieu des années 90 grâce à Internet. Un logiciel, c'est très bien pour gérer les mails, les tableurs ou les commandes d'Amazon. Mais ça l'est moins si ça décide de mettre votre mère au chômage. Ces dernières années, l'univers informatique a évolué de façon très pragmatique. On savait que les outils fonctionnaient parce que les gens s'en servaient. Mais jusqu'à présent, tout cela ne nuisait pas aux individus. Les entreprises high-tech ont effectivement tous les torts. Elles prétendent innover pour améliorer la vie des gens, mais ne s'estiment pas responsables des conséquences que ces technologies entraînent. Alors qu'en fait, elles savent très bien ce qu'elles font. Quand Uber fait tout pour mettre au point des voitures autonomes, l'entreprise sait qu'elle va détruire des millions d'emplois de chauffeurs. Mais elle sait aussi qu'elle va faire d'énormes bénéfices. Et c'est pour ça que les investisseurs misent massivement sur elle, parce qu'ils veulent toujours plus d'argent. Mais l'argent implique des responsabilités. Lors des dernières élections américaines, Google, Facebook et Twitter ont donné à Donald Trump la tribune dont il avait besoin pour déverser sa haine et ses mensonges. Ça a aussi permis aux Russes et à d'autres gouvernements de pirater le système américain pour faire de la désinformation. Évidemment que ces entreprises sont responsables des dommages qu'elles causent, et elles doivent répondre de leurs actes. Les habitants de San Francisco sont aux premières loges de ces bouleversements technologiques, et tous ne les voient pas d'un très bon œil. Après avoir été chauffeur pour Lyft et Uber, Kelly DeSaint a obtenu sa licence de taxi. C'est à croire que tous ces jeunes et moins jeunes qui créent des startups et des applications pour essayer de résoudre tous nos problèmes au quotidien n'ont jamais lu de science-fiction. Parce que si la science-fiction m'a bien appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais faire une confiance aveugle à la technologie, ni la laisser envahir nos vies, sans quoi ça risque de très mal tourner. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont des choses qui doivent être réfléchies et introduites dans notre quotidien avec prudence. Pas bille en tête et en cherchant à se remplir les poches, comme c'est le cas actuellement. Dans la vie, ce qu'on a vécu, les épreuves qu'on a traversées, c'est vraiment ce qui nous définit en tant qu'être humain. Et si on se met à éliminer toutes les petites obligations du quotidien, comme par exemple le fait d'aller à la poste, c'est un peu comme si on perdait une part de notre humanité. Si tous ces ingénieurs avaient lu plus de science-fiction, ils sauraient ça. Les États peuvent-ils encore protéger leurs citoyens des effets néfastes de cette domination technologique ?
L'élection de Donald Trump a démontré sans équivoque que l'avenir proposé par la Silicon Valley était loin de faire l'unanimité. Les politiques protectionnistes et anti-immigration du président américain semblent condamner d'avance tout dialogue avec les dirigeants de la tech. Pourtant, ces entreprises ont besoin de l'État pour obtenir un cadre législatif favorable à leurs activités et pour bénéficier de commandes publiques. I'm really thrilled to welcome many of you for the first time, and certainly the first time meeting as the American Technology Council. We're joined by an incredible group of leaders on the absolute cutting edge of innovation, including many CEOs from the world's most successful businesses. Lorsqu'ils rencontrent Donald Trump, les patrons de la Silicon Valley sont convaincus de pouvoir faire mieux que les dirigeants élus. Bien qu'ils sachent pertinemment qu'ils n'ont aucun mandat pour agir, ils s'en donnent malgré tout les moyens. I'm Tim Cook from Apple. The U.S. should have the most modern government in the world, and today it doesn't. The government should be focused on its citizens, and the services of the government should be measured on how pleased the citizens are with receiving those services. And I think it would be impossible to overstate this, is that the United States needs to, in every way, at every level, be working on machine learning and artificial intelligence. And that can be used in every part of government to improve the services that government provides to citizens. Thank you, Jeff. Very good. Les gouvernements sont dans une position délicate, pris entre d'un côté des problèmes mondiaux comme le réchauffement climatique, la robotisation ou la crise des réfugiés, et de l'autre, les répercussions locales de ces problèmes en termes de chômage et de précarité de la population. Les frontières des gouvernements ont tendance à disparaître, mais pas les institutions qui gèrent ces frontières. Résultat, on assiste aujourd'hui à des situations chaotiques en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. À mon avis, ça vient du décalage entre la liberté et l'absence de frontières qu'on a sur Internet et la façon dont on vit au quotidien, qui est très locale et très délimitée dans l'espace. Les gouvernements ont moins de pouvoir, les multinationales en ont plus. Ceux qui sont en position de protéger les citoyens n'ont plus les moyens de le faire, et ceux qui seraient en position de le faire n'ont pas la légitimité politique pour ça. Hey, this is not only something I want to see happen, but this is something that needs to happen now. Quand Mark Zuckerberg s'adresse aux 2 milliards d'utilisateurs de sa plateforme pour condamner la politique anti-immigration de Trump, il fait clairement la démonstration de son pouvoir. Mais à quel titre? En tant que chef d'entreprise ou leader d'un nouveau mouvement politique? You're serving different customers and you're working jobs, you're at tech companies, and I mean this is what the country is doing, right? And it would be just a massive setback, both morally, socially, and economically, if we fail to deliver on this. L'élection de Donald Trump a provoqué une prise de conscience chez de nombreux jeunes technophiles. C'est le cas de Dexter Barton, qui après avoir écrit des discours pour Eric Schmidt et Mark Zuckerberg, défend aujourd'hui la mondialisation avec leur bénédiction. J'ai suivi le Brexit depuis la Californie. Et quelques mois plus tard, il y a eu l'élection de Trump. Comme beaucoup de gens, je suis resté debout tard ce soir-là. Et j'ai assisté horrifié à l'annonce des résultats. Donald Trump a gagné essentiellement parce qu'il a été le seul homme politique à présenter un programme décrivant très clairement le monde dans lequel il voulait vivre. Il a parlé de rendre sa grandeur à l'Amérique, « Make America Great Again ». C'est une vision très cohérente, même si je ne suis pas d'accord sur ce qu'il entend par là. Il a un programme très clair et structuré qui vise à bâtir des murs entre les communautés, au propre comme au figuré. Ceux qui ne partagent pas sa vision du monde ont une approche beaucoup moins cohérente. Et cette absence de vision cohérente fait que les gens de la Silicon Valley vont continuer à faire ce qu'ils font, même si au final, ce n'est pas ce que veut l'ensemble de la population. The next time you hear somebody say America first, the only correct response is no, I choose to put humanity first. Pendant très longtemps,
Les hommes politiques ont fermé les yeux sur ce qui se passait dans les communautés de la tech, parce qu'ils ne le comprenaient pas vraiment. Ils se contentaient de récolter les bénéfices de la croissance économique permise par ces innovations. Mais aujourd'hui, ils constatent les grands bouleversements sociaux et économiques qui sont le résultat de ce manque d'encadrement. Les hommes politiques auraient dû passer des lois pour faciliter le développement d'innovations responsables, mais aussi aider à construire le type de société que l'on souhaitait. À la place, ils continuent de s'indigner. And finally, when I say we need to keep organizing, that means teaming up with the next generation of leaders who are going to lead our country and our world to better days. À ceux qui disent que la Silicon Valley a trop de pouvoir ou qu'on lui en donne trop, je répondrai que ce n'est pas elle qui recherche ce pouvoir. Cette situation est avant tout due à un refus de nos élus de se saisir de ces questions de technologie et de réfléchir à leurs implications au niveau de la société. Il n'y a pratiquement aucun pays développé, même parmi ceux qui sont très en avance sur le plan technologique, qui possède un ministère de la technologie digne de ce nom. Tous les pouvoirs sont concentrés dans les ministères traditionnels. Or, la technologie est au cœur de tous les secteurs clés, que ce soit la sécurité, l'économie ou la culture. La puissance de la Silicon Valley ne cesse de croître et avec elle, son mépris pour le gouvernement. Même Peter Thiel, lorsqu'il fait campagne pour Donald Trump, affiche ouvertement sa condescendance. When I moved to Cleveland, defense research was laying the foundations for the internet. The Apollo program was just about to put a man on the moon. The future felt limitless. But today, our government is broken. Our nuclear bases still use floppy disks. Our newest fighter jets can't even fly in the rain. And it would be kind to say the government software works poorly, because much of the time it doesn't even work at all. That is a staggering decline for the country that completed the Manhattan Project. We don't accept such incompetence in Silicon Valley, and we must not accept it from our government. Mais dans la Silicon Valley, il y a aussi des entreprises qui comptent bien aider l'État américain à entrer de plein pied dans le XXIe siècle. C'est le cas de Code for America, dirigé par Jennifer Palka et Tim O'Reilly. L'Amérique est toujours obnubilée par l'idée que c'est l'État le problème. Clairement, l'État a des problèmes, au même titre que les entreprises. Mais sa force, c'est de représenter la société. Historiquement, quand on regarde ce qui a été fait, on s'aperçoit que l'État a été une force de progrès considérable. Il faut réussir à le faire entrer dans le XXIe siècle. Il est là pour garantir la cohésion sociale et créer des règles qui permettent à chacun de se réaliser. Les États-Unis ont été fondés sur cette notion de peuple. De par le peuple et pour le peuple. D'où vient ce fossé entre le peuple et l'État ? Je crois qu'il est dû au fait qu'on a le sentiment que le fonctionnement étatique n'est pas celui qu'il devrait être à l'heure actuelle. Donc on le rejette comme quelque chose qui n'est pas vraiment une émanation de nous. Parce qu'on vit dans un monde qui est tout autre, où on peut commander une voiture en 10 minutes sur son smartphone. On vit tous entre présent et avenir. On a l'impression que l'État appartient au passé. On a l'impression qu'il ne nous représente pas. Or, c'est faux. Il est financé par nos impôts et dirigé par des gens qu'on a élus. Donc, c'est nous. Ce que la technologie réussit très bien à faire, c'est à faire dialoguer les gens, à les représenter, à rassembler des données, des multitudes d'opinions. Quand on parle d'être centré sur l'utilisateur, c'est notre façon à nous, gens de la tech, de dire par le peuple et pour le peuple. Les idées d'autrefois et d'aujourd'hui sont les mêmes. Il suffit de faire en sorte qu'elles coïncident. La technologie est là pour proposer des solutions et nous permettre de faire des choses jusqu'alors impossibles.
On ne voit que ce qui est détruit dans le présent et pas ce que ça va créer à l'avenir. Le problème, c'est que si on reste les bras croisés à se dire « c'est comme ça, ça va tout bouleverser », on se prépare de très longues périodes de guerre, de révolutions et de conflits politiques. Il faut remettre l'État au centre de la résolution des problèmes. Parce que la Silicon Valley a beau disposer de beaucoup de moyens, les grandes industries de pointe ont beau avoir beaucoup d'argent, les fonds de capital risque ont beau être puissants, ce n'est rien comparé au budget de l'État américain. C'est dans l'organisation de notre gouvernement que notre société dépense la plus grande partie de ses ressources. Si on ne consacre pas toute la créativité des nouvelles technologies, du capital risque et de toute l'Amérique pour faire fonctionner l'État correctement, on sacrifie notre atout le plus précieux. Ce dont la légende de la Silicon Valley ne parle pas, ce sont les investissements massifs du gouvernement américain dans la recherche militaire lors de la guerre froide. Les mêmes recherches qui ont débouché sur la mise au point des microprocesseurs et ont permis d'envoyer l'homme dans l'espace. For the eyes of the world, now look into space, to the moon and to the planets beyond. We have vowed that we shall not see space filled with weapons of mass destruction, but with instruments of knowledge and understanding. Yet the vows of this nation can only be fulfilled if we in this nation are first, and therefore we intend to be first. L'intégralité des premiers microprocesseurs, 100% d'entre eux, ont été achetés par le ministère de la Défense pour des usages militaires. Parce que c'était une technologie révolutionnaire. À l'époque, on savait faire des transistors, on savait faire des résistances, des condensateurs, mais on ne savait pas les faire fonctionner ensemble, ni les produire en série. C'est le ministère de la Défense qui a fait pression pour qu'ils soient toujours plus petits, plus légers et plus puissants, en disant « si vous y arrivez, on vous les achètera ». Pendant longtemps, l'État fédéral a joué un rôle crucial d'investisseur, de client qui dépensait sans compter, et notamment au moment du démarrage de la Silicon Valley. Ce sont les contribuables américains qui ont financé la recherche fondamentale à laquelle on doit, entre autres, Internet et l'iPhone. Puis l'État a abandonné cette manne à des entreprises privées, remettant ainsi de facto notre avenir entre leurs mains. Sous prétexte de progrès pour l'humanité, leur course effrénée à l'innovation n'est-elle pas en train de nous conduire tout droit au cauchemar du meilleur des mondes? Ladies and gentlemen, the distinguished author, Mr. Aldous Huxley. Brave New World is a fantastic parable about the dehumanization of human beings. In the negative utopia described in my story, man has been subordinated to his own inventions. Science, technology, social organization, these things have ceased to serve man. They have become his masters. Interviewé en 1957, l'écrivain évoque un avenir où l'homme en viendrait à aimer son esclavage. Aujourd'hui, sa prophétie semble plus pertinente que jamais. You're talking about a world that could take place within the confines of a totalitarian state. Let's become more immediate, more urgent about it. We believe, anyway, that we live in democracy here in the United States. Do you believe that this brave new world that you talk about could, let's say in the next quarter century, the next century, could come here to our shores? I think it could. I mean, that's why I feel it's so extremely important here and now to start thinking about these problems, not to let ourselves be taken by surprise by the
and new advances in technology. Les smartphones nous placent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous l'œil des géants de la technologie. Le meilleur des mondes est bel et bien devenu notre réalité quotidienne. Conscient de ce danger, Norman Solomon, journaliste et ancien candidat à la Chambre des représentants, travaille inlassablement à mettre les intéressés face à leurs responsabilités. Prenons l'exemple d'Internet. Jamais de toute l'histoire de l'humanité, des grandes entreprises n'avaient fait main basse aussi vite sur une technologie. Comment se fait-il qu'une invention censée permettre une telle liberté ait été accaparée aussi rapidement par des forces capitalistes et commerciales? On entend un double discours. D'un côté, on nous dit « Avec votre iPhone, vous allez pouvoir surfer en toute liberté sur le net et faire à peu près tout ce que vous voulez. » Mais de l'autre, on est dans une situation où le contrôle est plus oppressif que jamais. Par exemple, j'ai un iPhone dans ma poche. Il se pourrait très bien que quelqu'un soit en train d'écouter ce que je dis en ce moment même. Il y a 5 ans, ça m'aurait paru inimaginable. Et puis, on est des milliards à avoir découvert ce qui se passait grâce aux révélations d'Edward Snowden. C'est une utopie qui tourne au cauchemar. On est peut-être tous surveillés. Qui trompe qui? Qui observe qui? Qui apprend quoi et de quelle source? Mon iPhone est une mine d'informations, mais le militant politique que je suis se dit qu'il sert peut-être à écouter mes conversations avec d'autres militants. Dans quel monde vivons-nous? C'est toute la question. Grâce aux données qu'ils recueillent et stockent sur des centaines de milliers de serveurs, les géants d'Internet comme Google et Facebook ont transformé leurs usagers en marchandises monétisables. Edward Snowden a tout risqué pour dénoncer la vulnérabilité de ces données. Even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. The capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and attack you on that basis to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer. La réussite des grandes entreprises repose de plus en plus sur la surveillance de leurs clients. Donc je vois mal comment elles résisteraient à la tentation de devenir Big Brother, surtout si elles perçoivent ça comme une nécessité. C'est leur nouveau gagne-pain. Leur vision des profits est basée sur la collecte de données personnelles. Et ces données n'ont rien d'abstrait. Elles concernent des gens comme vous et moi. Afin d'analyser ces flots de données personnelles, les agences de renseignement américaines ont investi dans de nombreuses startups. Quand je dirigeais la CIA, il y avait, c'est de notoriété publique, un fonds de capital risque indépendant à but non lucratif financé par la CIA du nom d'InQtel. Son rôle était d'écumer la Silicon Valley pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés par la CIA, la NSA et les autres agences de renseignement. À mon initiative, on s'est rendu plusieurs fois dans la Silicon Valley afin d'y établir une plateforme pour InQtel, ce qui représentait un incubateur, une infrastructure et des investissements très conséquents. Car celui qui saura le mieux gérer, générer et extraire les données aura un avantage décisif en matière de renseignement.
In-Q-Tel a ainsi été l'un des premiers investisseurs de Palantir, l'entreprise d'analyse de données la plus puissante du monde, fondée par Peter Thiel. The challenge is to figure out ways to sort through all this data. The kind of approach that Palantir uses, I think, will ultimately be the one that we will go with as if we want to solve these problems, because you need... Because what they can take the mountain of text messages and find the gem that they're looking for, yes. whereas the NSA just goes, here's a mountain, I don't know what to do with it. Yes, I think the Snowden stuff's been very misinterpreted. It doesn't show the NSA as Big Brother. It shows the NSA as the Keystone Cops. Face à des outils aussi puissants aux mains d'intérêts privés, quelles règles un gouvernement peut-il encore imposer? Où commence la responsabilité de l'État et où s'arrête celle de l'entreprise? Il faut faire la différence entre État et entreprise privée. L'État a le monopole de l'usage de la force. Il peut vous envoyer la police, vous tuer ou vous mettre en prison. Aucune entreprise ne peut faire ça. Elles sont soumises à un grand nombre de lois et de réglementations aux États-Unis comme dans le reste du monde. Donc il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, puisque notre existence dépend essentiellement de la confiance que vous nous accordez. L'armée s'intéresse de près à la collecte de données. Elles peuvent être de toutes sortes, publicitaires, professionnelles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis allée chez Google dans mon uniforme. Je ne peux rien vous dire de plus parce que j'ai signé des tas de papiers qui me l'interdisent, mais... L'armée s'intéresse aux données, y compris aux dossiers médicaux. Tout ça est collecté et enregistré quelque part. Et je considère que le grand public a le droit de savoir qui y a accès et quelles sont les limites de la vie privée de chacun. Ce que les gens ne savent pas, c'est que chaque fois qu'ils se connectent, que ce soit sur un site ou via un objet connecté comme un simple thermostat, des informations sont récoltées sur eux. Le confort et la simplicité se paient cher. Rien n'est gratuit, pas plus sur Internet qu'ailleurs. Chaque fois qu'on se connecte, nos habitudes sont enregistrées. Donc, ça veut dire qu'en consultant la bonne base de données, on peut savoir si vous avez été agressé, à quoi ressemble votre vie amoureuse, combien de fois vous avez divorcé, ou si vous êtes du genre à arriver en retard au travail quand vous postulez pour un nouvel emploi. Il s'agit d'une nouvelle forme de capital, le capital humain. Toute notre économie tourne désormais autour des données. Et une fois qu'elles sont enregistrées quelque part, il est extrêmement compliqué de les faire effacer. Service gratuit contre information personnelle. Tel est le marché qu'on nous propose. Mais son coût pourrait vite devenir exorbitant. Pour Jeremy Gardner, jeune investisseur en capital risque de 25 ans, cette contrepartie est inévitable, même s'il en mesure pleinement les conséquences. C'est dans la Silicon Valley que se créent les entreprises les plus riches et les plus influentes de l'histoire. Aucune n'a réuni autant de données sur la population mondiale que Google et Facebook. Ce qui modifie forcément l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis et dans le monde. Et ça va inévitablement poser la question de la responsabilité de ces sociétés de la Silicon Valley vis-à-vis des citoyens américains et du monde entier. Parce qu'elles vont devenir les plus grandes puissances ayant jamais existé. Elles seront plus puissantes que l'Empire romain, que les Mongols ou que l'Empire britannique. Et ce, simplement parce que Facebook détient des informations personnelles sur 2 milliards d'individus. Et ce nombre ne va faire qu'augmenter. De plus en plus de gens vont utiliser Instagram, WhatsApp et Facebook au quotidien. Ce qui va non seulement faire de Facebook la référence en matière de vérité, puisque c'est le sujet qui préoccupe beaucoup de gens aujourd'hui,
mais également en matière d'image de soi, parce qu'on met une grande part de notre vie sur Internet. Ce qui pose une question très intéressante. Qui va demander des comptes à ces entreprises? Sans doute leur conseil d'administration, mais les actionnaires vont préférer donner aux dirigeants et aux fondateurs tous les pouvoirs. Et il va être très difficile de leur demander des comptes. En même temps, je préfère confier mes données personnelles à Mark Zuckerberg qu'à Donald Trump. Dans l'idéal, il faudrait que chacun lise les conditions d'utilisation des services fournis par les géants de la tech. Et si elles ne nous conviennent pas, il faudrait leur demander de les modifier. Mais si on se sent aussi démuni par rapport à ça, c'est parce qu'il est très difficile de s'insurger contre un service gratuit. On pourrait vous répondre, vous n'avez qu'à pas l'utiliser si les conditions ne vous conviennent pas. On est entré dans une ère d'individualisme en réseau qui aborde la politique différemment. Il n'y a plus un média unique auquel tout le monde se réfère, plus de débat public centralisé. Dans un monde où tout ce qui était autrefois privé est désormais public, mais sans voix publique de référence, il devient très difficile pour la démocratie de s'exercer, de croiser les opinions et de les intégrer dans une politique publique à laquelle différents acteurs pourraient participer. Et ça, c'est le vrai défi pour les gens de la tech. La plupart d'entre eux adhèrent toujours à la bonne vieille idée que pour changer le monde, il suffit de faire du business, de fabriquer des appareils et de les vendre. Les politiques gouvernementales s'organiseront d'elles-mêmes. Ils se contentent de faire pression sur ces politiques pour qu'elles leur soient favorables, et ils pensent que ça suffit. Or, c'est loin d'être le cas. C'est là qu'il appartient aux États, notamment européens, de défendre leurs citoyens en disant « Non, vous ne représentez pas l'intérêt général. Vous êtes des groupes privés qui cherchez à tirer profit de la vie publique. Et nous nous y opposons au nom de l'intérêt général. » Ces entreprises comptent parmi les plus grandes, les mieux financées et les mieux intellectuellement dotées qui aient jamais existé. Et s'imaginer qu'un mur entre le Mexique et les États-Unis peut les freiner, c'est aussi ridicule que de penser que la mer allait freiner les marchands hollandais du XVIIIe siècle. C'est totalement illusoire. Et d'ailleurs, plus rien ne les arrête. Facebook prévoit même de connecter les individus les plus isolés grâce à d'énormes drones qui tourneraient en permanence dans le ciel. En faisant office de relais satellite, ils permettraient de toucher les 4 milliards de personnes qui n'ont pas encore accès à Internet. Google est également engagé dans cette course par le biais de ballons. Entre le département d'État et les cadres des principales entreprises d'Alphabet, la nouvelle maison mère de Google, la collaboration est si étroite que la politique étrangère des États-Unis semble parfois s'écrire à 4 mains. Un militant politique que j'avais rencontré en Amérique latine a été invité à Washington pour une conférence sur l'avenir de la démocratie. Il pensait qu'elle était organisée par Google. Mais en arrivant, il s'est aperçu qu'elle ne réunissait que des militants pro-démocratie du monde entier. Il ne savait pas très bien si c'était Google ou le ministère américain des Affaires étrangères qui organisait cette conférence. Lorsque leurs applications ont contribué à défier les régimes en place au cours des printemps arabes, Google et consorts ont été fiers de participer à la libération des peuples. Bien que cette révolution des smartphones ait surtout conduit au chaos, Jared Cohen, ancien du ministère des Affaires étrangères, croit toujours dur comme fer que la technologie peut permettre l'avènement de la démocratie. Sur les 5 milliards d'utilisateurs d'Internet, la plupart vivent dans des pays autocratiques. Donc il y a une compétition entre des pays comme les États-Unis et ceux d'Europe de l'Ouest qui souhaitent un mondialisme basé sur le libre-échange des informations, et des pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, entre autres, qui veulent que l'infrastructure technologique mondiale reste bien cloisonnée et que les dissidents soient surveillés et censurés.
Et personne ne sait qui va l'emporter. Au bout du compte, tout le monde finira par être connecté. Mais une intervention est indispensable pour veiller à ce que cette connexion se fasse dans le respect des principes démocratiques. Facebook et Twitter n'ont pas été conçus pour être des plateformes politiques, même si elles ont un grand rôle à jouer dans ce domaine. Et aujourd'hui, au sein de ces entreprises, ainsi que chez Google, il y a des équipes qui travaillent sur l'engagement citoyen et qui cherchent comment apporter aux gens des informations de qualité avant qu'ils n'aillent voter. Mais il n'en demeure pas moins, premièrement, que Facebook et Twitter ne sont pas des outils de communication politique, ni de promotion de la démocratie. Et deuxièmement, qu'il s'agit d'entreprises privées cotées en bourse, qui ont pour vocation de croître et d'augmenter leur rentabilité. Nous sommes pour un Internet libre et gratuit, accessible à tous. Et d'ailleurs, cette stratégie est aussi une bonne affaire pour nos actionnaires, car tous les nouveaux connectés qui utiliseront Google auront accès à la modernité, aux cartes de crédit et à la publicité. Donc nous sommes prêts à attendre 20 ou 30 ans pour que ces individus deviennent des consommateurs assidus de pubs sur Google. C'est dans notre intérêt, mais éthiquement, c'est aussi le meilleur choix. Avoir le contrôle de ces moyens technologiques, pouvoir utiliser des sources publiques gratuites qu'on peut modifier et améliorer à sa guise, c'est ça la souveraineté technologique. Or, les mouvements sociaux qu'on voit apparaître aux quatre coins du monde utilisent Facebook, Twitter et Google. Donc, ils n'ont aucune souveraineté technologique, puisque c'est un tiers qui détient leurs données. La liste de ceux qui soutiennent ces mouvements et toutes les données concernant ces révolutions sont la propriété d'entreprises de la Silicon Valley. Et ça pose un vrai problème. La Silicon Valley étend sa souveraineté en exploitant surtout des marchés captifs. Ses dirigeants récoltent les bénéfices en toute sécurité, faisant fi des réglementations et des frontières, tout en exportant une vision très américaine du monde. Ils reprennent ainsi à leur compte le travail des gouvernements américains successifs qui avaient financé la conquête de l'espace. Some way, when those two Americans stepped on the moon, the people of this world were brought closer together. That it is that spirit, the spirit of Apollo, that America can now help to bring to our relations with other nations. Cette course à l'espace a été orchestrée par la RAND Corporation, une institution de conseil, de recherche et de planification stratégique créée par l'US Air Force et ses partenaires industriels. Les fondateurs de l'Institut pour le futur travaillaient à la RAND Corporation, où ils élaboraient des scénarios pour faire face à un conflit nucléaire. Ils réfléchissaient à des cas de figure extrêmes pour essayer de mettre au point une méthodologie et des outils. Il fallait être pragmatique, tout en envisageant les pires scénarios catastrophes possibles. Et c'est dans ce cadre-là que certains ont commencé à travailler sur le projet ARPANET. À un moment donné, ils ont compris que ce sur quoi ils travaillaient allait avoir d'énormes répercussions sur la société. Alors ils ont fondé l'Institut pour le futur, afin de pouvoir se concentrer sur cette recherche et la partager avec l'État, le grand public et les organismes concernés, et ça a donné l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. C'est le porte-avions USS Hornet, désormais amarré dans la baie de San Francisco, qui a récupéré les premiers hommes à avoir marché sur la Lune lorsque leur capsule est retombée en mer. Le navire accueille aujourd'hui des représentants d'AXA, d'Intel, de General Motors et de Renault, ainsi que des administrateurs publics du monde entier pour une conférence très privée. La présentation des prévisions de l'Institut pour le futur pour les 10 années à venir. As forces like climate change, automation, artificial intelligence
bear down on our markets and communities in very real ways over the coming decades, a lot of people are going to be asking, who's responsible, right? Who's responsible for mitigating the disruption to families and to individuals? Jusqu'à aujourd'hui, ces trois termes, nation, pays, État, se sont recoupés. Les gens d'une même nation vivaient dans un pays gouverné par un État, au point que ces trois termes étaient interchangeables. Mais ce qu'on va commencer à voir en raison de l'évolution des technologies numériques, c'est une mutation des sociétés. Et ces trois concepts de nation, de pays et d'État vont prendre des sens bien distincts. On va voir apparaître des nations composées de personnes connectées grâce aux réseaux sociaux, comme par exemple Daesh ou Anonymous. Il s'agit de groupes de gens qui vivent géographiquement dans des lieux différents, mais qui partagent les mêmes sources d'informations, les mêmes courants culturels. Et ces bulles de filtre vont constituer la base des nouvelles nations post-Internet. You can think of the state of the future as anything, pretty much, that can have rules programmed into it, and that can meaningfully enforce those rules. And in this way, the state becomes an extension and a power of all of the internet-connected technologies that we're building today. L'Institut pour le futur étudie les dernières technologies et anticipe leur utilisation. Il a pour mission d'orienter les stratégies des grandes entreprises et de les guider vers le futur qu'elles ont imaginé pour elles-mêmes. Dans tous ces scénarios, les limites entre entreprises et États s'estompent, confortant ainsi la thèse que la technologie se substituera bientôt à des pans entiers de l'administration publique. En fin de compte, s'abonner à un bouquet de services revient un peu à payer un impôt pour bénéficier de ces services. Donc à mon avis, de plus en plus d'entreprises privées vont proposer des abonnements aux services de première nécessité que les États ne pourront plus assurer. Et les États vont de plus en plus calquer leur fonctionnement sur celui des entreprises. Les États vont devoir se restructurer entièrement s'ils veulent pouvoir continuer à exister au XXIe siècle. Or, de ce point de vue, les États-Unis ne parviennent absolument pas à s'adapter aux contraintes extérieures. Il y a énormément d'institutions étatiques qui ne peuvent évoluer que très lentement. C'était sans doute une volonté à l'époque de la création du pays, mais ça le rend particulièrement inadapté à l'environnement actuel. C'est à mon avis ce qui va faire que l'Amérique va décliner, alors que la Chine va prospérer, dans la mesure où elle est capable de dire « à partir de l'an prochain, on va tous utiliser des énergies renouvelables ». La Chine peut imposer un changement radical à toute son économie. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les prémices d'un nouvel empire mondial qui apparaîtra d'ici 10, 15, 20 ou 30 ans. Mais ce ne sera ni un empire américain, ni un empire chinois. Ce sera un empire sans nationalité particulière. Il sera vraisemblablement très hétérogène, mais il y aura des couches du réseau qui connecteront tous les individus entre eux et d'autres réseaux très locaux. Son centre sera assez difficile à déterminer et on risque de mettre assez longtemps à savoir qui détient vraiment le pouvoir dans ce nouvel empire, à l'exception peut-être de quelques grandes entreprises ou États qui auront réussi à tirer leur épingle du jeu. La Silicon Valley a bâti un empire presque sans le vouloir. En s'immisçant dans toutes les interactions humaines, elle a hérité de responsabilités colossales vis-à-vis des milliards d'individus qui sont désormais ses sujets. Si les contours de cet empire sont largement virtuels, son pouvoir, lui, est bien réel. Les géants de la technologie ont redessiné la carte du monde et ils y règnent désormais en maître absolu. Les cartes sont l'illustration même du colonialisme. Le colonialisme, c'est vouloir s'approprier les biens des autres pour son propre compte. Moi, je vis au milieu des cartes, mais c'est un peu le cas de tout le monde puisque la vie de chacun s'articule autour d'un lieu et de la relation qu'il a à ce lieu.
J'ai toujours été un commerçant profondément ancré dans la vie de son quartier. À San Francisco, il y a toujours eu une culture de rue, de quartier. Ici, les gens connaissent leurs voisins, les commerçants, les chefs d'entreprise. Et on essaie de garder cette dimension-là dans l'évolution numérique. On a mis une borne devant la vitrine. Donc les gens n'ont même plus à entrer pour me demander des infos. Ils se contentent d'appuyer sur la borne. Là, un petit message apparaît disant « Vous êtes chez Shine & Shine, les proprios sont très sympas, voilà ce qu'ils vendent et à quel prix. » Donc, sans avoir eu à quitter leur zone de confort, les gens ont l'impression de nous avoir rencontrés. Beaucoup de gens s'arrêtent devant la vitrine et la prennent en photo pour la poster sur Instagram en disant « On était chez Shine & Shine, super endroit, on adore. » Alors qu'ils n'ont même pas passé la porte et que je ne les ai jamais vus. Je suis ravi que vous nous aimiez. J'aime quand même, comme tout le monde. Je veux être aimé. Mais j'ai du mal à comprendre cet engouement virtuel quand je n'ai même pas l'occasion de dire « Bonjour, moi c'est Jim, bienvenue, faites comme chez vous, regardez les cartes. » Ça change totalement les interactions. Moi, j'ai besoin d'entrer dans une boutique, de regarder, de toucher les produits, de farfouiller, comme on dit. On a désormais la possibilité de voir les choses d'en haut, comme Dieu, en fait. Pour Google, l'enjeu, c'est de contrôler le monde, pas seulement de contrôler ce qui se passe chez vous. C'est d'avoir l'œil sur tout. Et ça, c'est le degré ultime du colonialisme. En plus, c'est totalement méprisant pour les gens qui sont en bas. Quand on me regarde d'en haut comme ça, je ne suis plus moi, je deviens une chose, un objet. Je fais partie d'un tout tellement grand que je ne compte plus. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça, la philosophie sous-jacente. Tout le monde contribue à Internet, mais il n'appartient à personne. Et on ne peut plus revenir en arrière. Vraiment ?